Je pense pas que le train il est passé. En fait, il faut voir ça en perspective. Est-ce qu'il est passé par rapport à quoi? Par rapport à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'il est largement pas passé. Tous les 4 ans, il y en a très peu qui le savent, mais le Bitcoin, à un moment, il monte de façon parabolique et se crache derrière. Ça va vraiment être la voie vers la démocratisation, le fait que le Bitcoin, c'est pas juste un outil de spéculation. La crypto-monnaie, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On veut envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est pratiquement instantané ou au maximum, ça prend quelques heures. Le dollar perd de la valeur tous les jours, ça on le sait depuis 100 ans. L'ouverture un petit peu du commerce qui va accepter la crypto-monnaie, déjà, ça sera juste une révolution. Je vais créer l'expérience de créer un token. Bon, finalement, en fait, maintenant, il est sur la blockchain et je ne peux pas le retirer. Il est là à vie. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de chaque échec, finalement, derrière, il y a toujours du bon. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Écoute Julien, je suis très content de te recevoir ici sur le podcast La Bonne Fortune. Plaisir partagé. Merci pour ta disponibilité. Je sais que tu es vraiment pas mal pris en ce moment. Tu as pas mal de projets sur le feu. Ouais. Juste pour commencer, je voudrais savoir pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ou alors qui te connaissent simplement au travers de ta chaîne YouTube. Donc tu as une chaîne YouTube, donc tu es entrepreneur, investisseur au sens large sur différents domaines et notamment, surtout en ce moment, sur le domaine des crypto-monnaies. On y reviendra un peu plus longuement après. Mais tu es également photographe, photographe professionnel, photographe de mariage. Ça nous fait un point commun. J'ai exercé également, on pourra en discuter aussi. Tu as eu une boîte où tu étais formateur dans le SEO, sur le référencement Internet, etc. Également investisseur immobilier chevronné avec notamment dans la courte durée, et tu as sorti un livre sur le sujet. Et en ce moment, donc avec cette chaîne YouTube que tu as lancée assez récemment, mais qui fait un carton de fou, qui es-tu, Julien? Même moi, j'ai du mal à me décrire, j'ai du mal à parler de moi et j'ai du mal un petit peu à résumer mon parcours ou qui je suis. Je dis avant tout, je suis un mec lambda qui s'est créé un petit peu sur le tas, qui aime bien avoir de nouvelles expériences. Voilà, je suis toujours en train de faire 10 000 projets en même temps. J'ai envie de dire, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait je sais pas combien de boulots différents. Et je pense que c'est tout cela réuni qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis pas fini, je suis pas un produit fini. Je suis toujours en train de tailler dans la pierre. Mais finalement, à chaque fois, je me dis tout ce que j'ai entrepris ou tout ce que j'entreprends, en fait, c'est grâce à ce que j'ai fait par le passé. Et je me suis nourri de toutes ces expériences-là, de ces échecs, de ces réussites, de toute cette richesse d'expérience qui fait que, voilà, aujourd'hui, je me suis lancé dans l'aventure YouTube un petit peu comme ça. Je sais pas comment ça m'est arrivé. Je crois que c'est en regardant un petit peu des YouTubeurs, surtout américains, parce que j'ai appris la photo par des photographes américains, donc en regardant des vidéos sur YouTube. Top. Mais ça, c'était maintenant il y a presque 10 ans. J'ai lu des livres et je me suis inspiré beaucoup du secteur un petit peu américain et en regardant des vidéos sur l'investissement d'Américains. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la même chose, parce que finalement, je suis un petit peu un couteau suisse. J'aime bien investir, j'aime bien même peut-être trop investir, mais ça, c'est une autre question. Mais voilà, je suis quelqu'un de passionné et le fait d'investir, voilà, je trouve ça passionnant et tout ce que j'ai fait ça pratiquement par passion. Et après, il y a des choses qui ont suivi. Il y a des choses que j'ai réussi, des choses que j'ai pas réussi, mais ces échecs-là m'ont permis de grandir aussi et de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire.
Top, super intéressant. Donc, comme dirait Lisiane, notre amie commune, d'ailleurs qu'on embrasse À à, Dubaï. à Dubaï, exactement. C'est un peu le buffet de la vie et comme ça, donc tu es curieux et tu as envie de goûter à plusieurs choses Mm. et on sent comme ça, ouais, cette envie quand même derrière de retransmettre. Et notamment donc au travers ta chaîne là, que tu as lancée et où aujourd'hui tu es vraiment axé donc sur l'investissement d'une façon générale avec une pédagogie vraiment sympa sur le ton de l'humour, etc. Et une certaine bienveillance, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas toujours sur fond de mise en garde. C'est pas le youtubeur bling bling pour faire du clic, pour j'ai une solution miracle, venez cliquez, vous allez être riche du jour au lendemain. Et notamment sur ton domaine de prédilection et du moment des crypto-monnaies. Est-ce que en 2021, les crypto-monnaies, le train est pas déjà passé? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Et je pense que cette question-là, on aurait pu se la poser pendant 10 ans, tous les jours pendant 10 ans, en disant est-ce que le train, il est passé? Parce que en fait, ceux qui ont investi en 2010 ils se disent ouais, mais ça a déjà explosé. Le Bitcoin était à 1 centime, il est passé à 1 dollar. Après, il est passé à 10, 100, 1000, 10 000. Aujourd'hui, je crois qu'il a 48 000 dollars, mais il est monté jusqu'à 58. Je pense pas que le train il est passé. En fait, il faut voir ça en perspective. Est-ce qu'il est passé par rapport à quoi? Par rapport à dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'il est largement pas passé. Par rapport à sur du court terme, je pense pas non plus qu'il soit passé. Je pense qu'il va passer la barre des 100 000 facilement. Il peut monter jusqu'à 250 000, 300 000. Je pense pas qu'il soit, il est jamais trop tard d'investir. On dit la même chose dans l'immobilier. Oui, il y a une bulle immobilière. C'est trop tard d'investir dedans. Mais, euh, mais non. Ou par exemple, dans la bourse aussi, on dit souvent, il y a des actions qui sont surcotées. Et donc, est-ce que c'est pas trop tard d'investir dedans? Comme Apple, Amazon ou autres. Mais finalement, en fait, ces actions-là ont pas arrêté de grandir. Elles ont jamais explosé. Mais je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'était sur l'aspect bienveillance. Parce que pour moi, c'est hyper important. Alors oui, des fois, je fais sur mes vidéos, je fais des vignettes un petit peu clickbait, enfin Ouais. à clic, tu vois. Je dirais pas le gros mot, mais un peu putaclic. Voilà, on va dire les choses. Et donc c'est normal parce que j'ai envie que les gens ils soient interpellés, donc ils regardent les vidéos. Et derrière, en fait, il y a beaucoup de bienveillance parce que j'ai une chaîne qui a explosé, on est à 22 500 abonnés en l'espace de 3 mois, ce qui est énorme. Et je me dis, il y a plein de personnes qui sont débutants dans la crypto-monnaie ou dans l'investissement en général, et j'ai pas envie qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. J'ai pas envie de les faire foncer dans un mur. Et c'est important de dire à la fois les opportunités qu'il peut y avoir dans l'investissement, mais aussi les avertir que eh ben, il peut y avoir une fin à quelque chose et qu'il faut faire vraiment très attention. Donc c'est pour ça que j'essaie sur toutes les vidéos de dire voilà, n'investissez qu'une petite partie de votre porte-monnaie, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas conseiller financier, donc en fait, j'ai pas de licence ou autre, donc je me dois de faire ça. Moi, à travers ma chaîne, c'est simplement de parler de comment moi j'investis. Et c'est surtout que, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le Bitcoin va se crasher. Oui, à la fin, enfin, tous les 4 ans, il y en a très peu qui le savent, mais le Bitcoin, à un moment, il monte de façon parabolique et se crache derrière. Et Exactement, j'ai ouais. et j'ai pas envie que des débutants qui investissent aujourd'hui, eh ben, se disent ouais, mais tu nous l'as pas dit ça, comme quoi à un moment ça allait se casser la gueule. Donc en gros, tu nous as dit de foncer, mais tu nous as pas averti. Et donc moi, je leur dis bah voilà, j'ai mes vidéos. Si t'as pas regardé cette vidéo-là qui en parlait, bah faute à toi, parce que moi j'en ai parlé et c'est mon devoir un peu de responsabilité. J'ai une sorte de responsabilité parce que les gens ils investissent. Euh, alors normalement c'est de l'épargne ou quelque chose qu'ils ont en plus, un petit bonus. Tout à fait, Et je oui. pense qu'il y en a qui investissent plus que ce qu'ils devraient investir. Et j'ai pas envie que demain ils se retrouvent à la rue à cause de mes vidéos à moi. J'ai pas envie de. Enfin, il y a un sens de responsabilité derrière. Donc c'est pour ça que j'ai des vidéos aussi bienveillantes qui montrent les opportunités et aussi je fais des warnings aussi pas mal. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que tu as toujours ce message en fond, même si tu crois à un projet que tu vas mettre en Mm. avant, et c'est intéressant de le rappeler. Juste là pour s'amuser, le cours du Bitcoin tout de suite maintenant. Alors l'enregistrement, on est au mois de mars, il a 40 745 euros en euros, hein, pas en dollars, ce sera plus simple à comprendre. On verra juste pour s'amuser à combien il sera à la fin de l'émission. Parce on parle d'une volatilité folle, etc., etc.
En général, ça va pas bouger trop en l'espace d'une heure, En mais l'espace d'une heure, non, non. Mais justement, donc, parce que je pense que justement, euh, on peut voir en ce moment que le Bitcoin, alors je ne sais pas si tu pourras en dire peut-être plus sur l'historique, sur l'histoire du Bitcoin, comment c'est venu et pourquoi il est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que il y a d'une part la crypto-monnaie, il y a toute la technologie de la blockchain qui est derrière, et le Bitcoin n'est qu'une des je sais pas, 8000 crypto-monnaies. Du coup, juste pour reprendre au niveau de la volatilité, aujourd'hui, on peut voir qu'elle a tendance à diminuer, notamment avec une capitalisation globale qui augmente, avec cette venue massive des nouveaux investisseurs institutionnels. On a pu voir PayPal qui avait lancé le tir en acceptant le mode de paiement avec le Bitcoin. Tesla qui a mis 1,5 milliard sur la table dans le Bitcoin. J'ai lu tout à l'heure sur les Échos, pas plus tard que ce matin, que Goldman Sachs souhaitait ouvrir une branche sur sa boîte pour faire du trading autour du mm. Bitcoin, etc. Et donc tous ces institutionnels qui rentrent aujourd'hui, ça peut peut-être quand même conforter le grand public de se dire, en effet, euh, la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est du sérieux, c'est du costaud, et c'est là pour durer, ça va tenir dans le temps. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ce que, on va dire, les crypto-fans espèrent depuis des années, c'est que il y ait toutes les institutions qui rentrent. Alors pour l'instant, en fait, effectivement, on parle de Tesla, on parle d'Elon Musk, on parle de PayPal et qui va permettre d'acheter, de revendre de la crypto depuis son application. On parle aussi de Amazon qui est en train de préparer sa crypto-monnaie en catimini. Alors est-ce que ça va être fait? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un projet et ça serait juste énorme. C'est-à-dire qu'on pourra dépenser de la crypto-monnaie directement sur Amazon. Et il faut savoir que déjà, en termes d'utilité, avant, le Bitcoin, et j'en parlais encore à quelqu'un qui habite mon village, et quand je suis allé chercher du pain, il a dit « Ah, j'ai vu ta chaîne, etc. » C'est un ami de mon père, donc il a à peu près, je crois, 75 ans. Et il m'a dit « Ouais, j'ai vu ta chaîne, tu parles crypto-monnaie, mais j'ai voulu investir dans le Bitcoin, mais je comprends pas à quoi ça sert. » Donc, Mm-hmm. et c'était le jour de mon anniversaire. J'étais parti chercher du pain et je suis allé chercher mon gâteau d'anniversaire, le mien, hein, tu vois. Je suis obligé de tout faire dans la famille, tu vois. Je vais même chercher mon gâteau. Et je suis resté 1 heure avec lui et j'étais en retard parce qu'il y avait des personnes qui attendaient chez moi, mais bon, peu importe. Faut pas que ma femme elle entende ça parce que sinon elle va péter un câble, elle va comprendre pourquoi j'étais en retard. Bref, je lui dis ouais, effectivement, le Bitcoin à sa création en 2009, il valait 1 centime et pendant à peu près 5-10 ans, il n'avait pas une grande utilité à part être un outil de spéculation, un peu d'être comme l'or numérique, voilà. Donc quelque chose. Alors que l'or, on peut le toucher, c'est palpable. Le Bitcoin, on peut pas le toucher. Mais on va dire que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Et avant, c'était seulement pour spéculer, à la hausse ou à la baisse. Et il n'y avait pas vraiment d'utilité. Maintenant, avec l'entrée des institutions, eh ben, on est rentré aussi dans une ère où toutes les crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, on peut les utiliser au quotidien. C'est-à-dire que maintenant, il y a des cartes bleues qui sont rattachées. Donc, tu peux même aller acheter du pain ou ton gâteau d'anniversaire avec ta carte bleue. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont convertir instantanément ta crypto, celle que tu veux. Hein. Ça peut être Mm-hmm. du Bitcoin, du Litecoin, du CRO, ce que tu veux, instantanément en euros avec ta carte bleue. Et c'est aussi rapide qu'une carte bleue. Et avec ça, tu peux avoir aussi du cashback. Enfin, tu as plein de choses maintenant qui sont possibles. Et pas plus tard qu'hier, j'ai créé un nouveau site internet, donc j'ai pris un nouvel hébergeur. Et dessus, j'ai vu qu'on pouvait payer en crypto-monnaie. J'ai dit, tiens, ça c'est énorme. Et il y a de plus en plus de sites qui permettent ça. C'est pas les seuls, hein. Et je pense que ça va vraiment être la voie vers la démocratisation. Le fait que le Bitcoin, c'est pas juste un outil de spéculation, mais c'est aussi quelque chose qui peut être utile. On peut stacker dessus, c'est-à-dire générer des intérêts dessus. On peut faire du cashback. On peut se l'échanger à moindre frais et de façon instantanée. J'en parlais encore avec ma femme hier, on était lundi. J'attendais un virement sur mon compte bancaire. D'ailleurs, il est toujours pas arrivé. Et il est parti le vendredi. Je me dis, bon, ma femme est dans la banque. Bon, donc elle n'est pas très objective. Mais je me disais, mais c'est quand même fou de se dire qu'un virement part le vendredi et on est obligé d'attendre que le mardi, on le reçoive. Et je suis même pas sûr d'avoir reçu, je vais regarder ça juste après. Mais en gros, on se dit que dimanche et lundi, en gros, c'est des jours qui n'existent pas dans la banque. Et dans la crypto-monnaie, ça existe tous les jours. La crypto-monnaie, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On veut envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est pratiquement instantané ou au maximum, ça prend quelques heures. Et il n'y a pas Exactement. d'histoire de dimanche ou lundi. Le marché, il est ouvert tout le temps. Enfin,
c'est vraiment une révolution dans ce sens-là. Et souvent, je dis que les banques, c'est un peu les banques dinosaures, où en fait, ils ont des rouages un petit peu. Voilà, il faut attendre que le conseiller il soit là entre 9h et 17h du mardi au samedi. Et là, la crypto-monnaie, on a vraiment la main sur son investissement ou sur son argent, et on n'est pas contrôlé par une personne tierce. Et juste pour rebondir sur une chose, souvent on parle du Bitcoin, moi je parle du Bitcoin, mais finalement, c'est pas mon plus gros investissement, le Bitcoin. C'est un peu la tête de gondole, mais finalement, il y a plein d'autres crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi. Et d'ailleurs, j'ai plus investi dans d'autres crypto-monnaies que dans le Bitcoin. Mais on parle souvent du Bitcoin, mais Ouais, c'est la porte d'entrée, celle qui a pignon sur rue, celle qui fait venir les investisseurs, les Tesla, etc. C'est vrai, super intéressant ce que tu dis parce que en dehors du Bitcoin en tant que tel, la crypto-monnaie, c'est vraiment toute la technologie blockchain qu'il y a derrière qui ouvre la voie au champ des possibles. En termes d'utilité, on parle aussi d'utility token. Hein. Il y a donc les crypto-monnaies, mais il y a les utility tokens également. Donc, ont vraiment une utilité. Il y a plusieurs choses. On a les tokens où il y a des smart contracts avec les assurances qui sont placées dessus, qui se déclenchent de façon automatique, paramétrée, etc. On a également la possibilité, ça commence à arriver tout doucement, et toi qui est aussi féru d'investissement immobilier, je pense que tu vois ça d'un bon œil, le fait de tokeniser l'immobilier, donc c'est-à-dire par exemple un immeuble, un appartement, un lot, une place de parking, peu importe, au lieu de l'acheter et de le faire, comment dire, au lieu de l'acheter et de faire la transaction de par un notaire, etc., et de faire ce flux d'argent comme ça d'un propriétaire à un autre, il pourrait ce bien tokenisé, mis sur la blockchain et s'échanger en tout ou partie vraiment, et ça rendrait une liquidité à la chose parce qu'aujourd'hui un bien immobilier, dès lors qu'on le vend, etc., il faut 3 mois pour le vendre en sa totalité, etc. Que si on crée une blockchain dédiée à un immeuble avec, je sais pas moi, la valeur, si c'est 100 000 euros, on crée 100 000 tokens par exemple et on pourrait se les échanger très très facilement et découper comme ça. Au lieu de faire au travers une SCPI, une SCI, etc. C'est une manière et on le voit arriver de plus en plus. Et c'est vrai que je vois ça moi personnellement d'un bon œil parce que tu parlais des délais de traitement, que ce soit pour un virement, etc. Et là, c'est quand même fantastique avec une robustesse, une fiabilité aujourd'hui sur la blockchain qui est quand même exceptionnelle parce que c'est pareil, c'est souvent un des arguments des détracteurs ou des personnes qui veulent temporiser. On entend Christine Lagarde parler sur le sujet, etc. Après, bon, on peut les comprendre parce qu'ils ont tout un travail de régulation derrière et c'est pas une mince affaire, mais c'est vrai que ce discours de c'est dangereux, c'est compliqué, etc., ça se casse les dents dessus et ça fait 10 ans que le Bitcoin est attaqué et ça fait 10 ans qu'il bouge pas, quoi. Et la blockchain en général. Donc, c'est vraiment le champ des possibles. Toi, est-ce que tu as des utilités particulières que tu vois sur certaines, et puis à la limite, en fin d'épisode, tu donneras peut-être tes deux, trois crypto coups de cœur et pas de pourquoi, mais souci. s'en donner de conseils en investissement, bien sûr. Ça sera Mais trop tard le temps qu'ils sortent. Les tokens auront déjà explosé. mais quelle utilité tu vois en plus, par exemple, que l'investissement immobilier dont je parlais là, par exemple, quelle utilité tu vois sur l'avenir là-dessus? Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Bah, je vais parler d'une vidéo, d'un projet dans une vidéo dans pas longtemps. Il y a un projet qui s'appelle Uniris. C'est un projet français qui a été mis en place et ils ont pour vocation de remplacer tout ce qui est identité par le simple effleurement du doigt. C'est-à-dire qu'en fait, notre doigt, on a notre empreinte digitale, et en fait, de pouvoir déverrouiller une voiture ou pouvoir faire un paiement d'un bien, d'un service à partir de ta simple empreinte digitale. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant, je pense, et qui va, pourquoi pas, remplacer demain la carte à puce. La carte à puce, c'est une création également française. Hein. Comment il s'appelle? Manuel Romero, je crois qu'il s'appelle, qui avait créé la carte à puce. Et là, ils sont en train de révolutionner un petit peu l'identité personnelle par l'empreinte digitale. Et le fait qu'aussi, on ait énormément de partage de données sur Internet aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à chaque fois qu'on s'inscrit sur un site, là, notre identité personnelle est protégée par ce projet Uniris. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton identité a été partagée, elle est tout de suite détruite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace
sur la blockchain, et ça, c'est intéressant. Après, je te parle de ce projet-là parce que je suis en train de l'étudier, mais en parlant un petit peu d'immobilier, on peut aussi aujourd'hui faire des prêts en crypto-monnaie, et ce, de façon très très simple. Alors, c'est pas des montants aussi hauts que pour acheter un appartement à 300 000 euros ou une maison. Souvent, c'est des sommes qui vont jusqu'à 25 ou 30 000 euros. Mais je pense que c'est des choses qui sont l'avenir demain. Et en fait, finalement, la blockchain, c'est vraiment une page blanche. Il y a beaucoup de projets qui se dessinent, mais il y en aura encore plus qui vont se dessiner. Et je pense qu'avec l'ouverture un petit peu du commerce qui va accepter la crypto-monnaie, déjà, ça sera juste une révolution. Parce que effectivement, beaucoup de personnes disent, bah, en fait, la crypto-monnaie, ça sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que tu peux faire de cette monnaie? Bah, déjà, tu peux l'échanger. Tu peux même l'échanger contre de l'euro si tu veux, hein, et le remettre sur ton compte bancaire. Mais après, si on peut l'utiliser directement, c'est un gros plus. Et je pense qu'Amazon s'intéresse à ça. Même Tesla, ils ont investi 1,5 milliard, mais aussi ils ont informé la SEC, qui est la Security Exchange Commission. C'est en gros la gendarmerie américaine. C'est le gendarme boursier américain, oui, ouais, tout à fait. Et ben, ils disent qu'ils ont pour vocation de vendre des Tesla en crypto-monnaie directement. Et si Tesla fait ça, et ben Amazon va faire ça, c'est déjà dans les tuyaux. Pourquoi pas Apple plus tard, etc. Donc, je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. Et c'est vrai que quand je me suis intéressé à la crypto-monnaie il y a 4 ans, on disait déjà ce même discours-là, et on espérait qu'il y ait des institutions qui arrivent. Et finalement, en 2020, fin 2020 et début 2021, on commence à avoir cet intérêt. Effectivement, Goldman Sachs, qui est d'ailleurs qui a déjà investi d'ailleurs dans une entreprise qui s'appelle Celsius, qui permet de stacker de la crypto-monnaie, de générer des intérêts. Donc Goldman Sachs sont déjà dedans. Mais il y a également d'autres banques, je pense, qui vont se dire que finalement, en fait, la crypto-monnaie et tout le monde de la crypto-monnaie, en fait, est capitalisé à hauteur de 1 trillion. 1 trilliard, enfin, je confonds entre l'anglais et le français. 1000 milliards, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et ben, la capitalisation est à 1000 milliards, voilà. Donc on dit quoi, 1 trilliard ou 1 trillion? Je me rappelle plus. C'est tellement pas commun comme mot que souvent on dit milliards, déjà millions, milliards, trilliards. Et vu que j'ai mon côté un peu anglais qui ressort, des fois je confonds un petit peu les deux. Mais la capitalisation, oui, de la crypto-monnaie qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Alors on est loin de la capitalisation de l'or qui a plusieurs trilliards. Mais pourquoi on pas est y sur arriver une valorisation, je crois, globale à l'image de ce que représente Apple. Ouais, tout à fait. C'est ça qui ressort avec une dominance donc du Bitcoin qui représente grosso modo à lui tout seul 60% doit être à cet ordre d'idée grosso modo aujourd'hui, qui représente 60% de la valorisation totale des actifs numériques. Il y en a à peu près 8000, là t'en évoquais quelques-uns sur les projets. Comment on fait concrètement la personne qui veut se lancer aujourd'hui? Allez, tiens, je pense à mon père. Tiens, s'il m'écoute, il est plutôt de base réticent, c'est un domaine qu'il connaît pas, etc. Lui, il voit son livret, les euros, etc. Qui paye sa baguette de pain en euros, en bitcoin ou en machin, je pense qu'il en a rien à fiche du moment que voilà, il a la possibilité d'aller chez son boulanger. Mais tiens, s'il veut ouvrir, investir, il se dit tiens, pourquoi pas mettre une petite bille, je crois, à l'avenir ou pour diversifier les revenus, etc. Comment on fait concrètement? Bah finalement, en fait, quand je me suis lancé il y a 4 ans, c'était assez compliqué. Et il y a plus longtemps, c'était encore plus compliqué d'acheter du Bitcoin parce que déjà, oui, c'était un petit peu vampirisé et il n'y avait pas les mêmes plateformes qu'il y a aujourd'hui. Alors, un conseil très simple, c'est de regarder, j'ai plein de vidéos sur le sujet, j'en ai une qui s'appelle Comment acheter de la crypto-monnaie en 5 minutes et je t'explique pas à pas comment faire. Et finalement, pour vraiment résumer, c'est très simple. En fait, il y a plein d'applications qu'on appelle un peu des brokers, donc c'est des bourses d'échange. Ça fait comme si tu téléchargeais l'application BNP ou Crédit Agricole et tu achetais directement de la crypto-monnaie dessus. Donc en fait, tu télécharges juste l'application, tu fais un virement bancaire sur cette application, donc avec tes euros, que ce soit un virement bancaire ou tu peux même payer en carte bleue. Et tes euros, tu les convertis dans la crypto-monnaie que tu veux. Donc une fois que c'est sur l'application tes euros, par exemple, tu as 100 euros, tu veux acheter du Bitcoin, tu transfères tu t'échanges ces 100 euros contre du Bitcoin ou de l'Ethereum ou autre, et ça se fait maintenant en un éclair. Et tu l'as directement sur ton téléphone, et tu peux l'échanger par la suite, tu vois son évolution à la hausse, à la baisse,
Et ça prend maintenant 5 minutes. Avant, c'était très compliqué. Je me rappelle que il y a 5 ans, je devais passer par une plateforme intermédiaire qui acceptait, elle, l'euro. Et après, de cette plateforme, je renvoyais à une autre plateforme où je pouvais échanger, qui était la plateforme intermédiaire, c'était Coinbase à l'époque. Ouais. Donc, et si je me souviens bien, on devait passer, transférer de l'argent sur Coinbase et après de Coinbase sur Binance. Et là, on pouvait acheter de la crypto-monnaie. Bref, c'était c'est ce que je faisais tout à fait, ouais, parce que Binance, on pouvait pas déposer des euros à l'époque, c'était juste des échanges de crypto, que maintenant on peut ouvrir. Donc il y a Coinbase comme plateforme qui eux d'ailleurs, c'est une boîte américaine qui devrait faire une introduction en bourse prochainement. Il y a Binance, il y a Crypto.com, il y a OKEx et d'autres plateformes comme ça. De toute manière, tu vas me confirmer, mais je crois que sur le site de l'AMF, en France, l'autorité des marchés financiers, il y a une liste de plateformes comme ça qui sont entre guillemets agréées, voilà, où c'est des plateformes qui sont sérieuses, qui sont fiables et qui ont été testées et approuvées, quoi, on va dire. Après, la plateforme numéro 1, c'est vraiment Binance. Je crois qu'ils ont une part de marché qui est énorme dessus. Et effectivement, il y a 4 ans, ils n'étaient pas aussi développés. Leur monnaie même native a complètement explosé ces derniers temps. Elle a fait x10 en l'espace de même pas un mois, je crois. En passant de $30 à $300. Là, elle a rebaissé un petit peu, mais ça montre un petit peu la puissance de ces plateformes-là. Mais effectivement, avant ces plateformes-là, il n'y en avait pas des masses. Et il y en avait qui étaient un petit peu... qui n'étaient pas aussi simples d'utilisation. Maintenant, c'est devenu très, très simple. Ils ont vraiment simplifié la chose pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Cool, avec les applications et comme tu dis, donc une fois qu'on a pris, qu'on a acheté donc ces crypto-monnaies, on peut en plus que de les conserver comme ça, on peut en plus les staker, c'est-à-dire qu'on les conserve. C'est quoi le mécanisme et ça nous rapporte des intérêts? C'est en quoi fait, gros, le staking? sans rentrer dans le détail, c'est qu'en fait, ça fait comme c'est un peu le même système que le livret A. Donc en fait, tu déposes de l'argent. Donc par exemple, admettons, tu as 100 euros, tu le transformes en Ethereum, admettons. Tu transformes en Ethereum et je sais pas combien ça te fait d'Ethereum, 0,01 Ether, je sais pas faire la conversion comme ça. Faut voir avec le cours, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc en fait, sur la plateforme, tu peux dire bah voilà, j'ai acheté de l'Ethereum et je décide de mettre à contribution ma crypto-monnaie auprès de d'autres personnes et donc de stacker. Donc à partir du moment où tu stackes dessus, tu as des plateformes qui bloquent ce stacking, c'est-à-dire cette mise à disposition de la crypto-monnaie pendant 1 mois à 3 mois, ou des fois c'est flexible, hein, c'est-à-dire que tu peux la placer, la retirer quand tu veux. D'accord. Et tu génères des intérêts dessus, comme si tu déposais de l'argent sur ton livret A. Donc admettons l'Ethereum, le stacking est à peu près de 5%. Des fois il y a des crypto-monnaies, ça peut être 10%, des fois ça peut être 20% pour des nouvelles crypto-monnaies. Donc il y a aussi des stablecoins, c'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont indexées sur d'autres monnaie fiat. Voilà, ce qu'on appelle les fiat, les monnaies classiques type euro ou dollar. Et donc, par exemple, sur l'USDT, je sais sur la plateforme Celsius, on est à peu près à 10% d'intérêt. Et ouais, c'est dingue. Et là, sur les stablecoins, le cours ne fluctue pas ni à la hausse ni à la baisse, il est stable. Alors, il est stable. Le dollar perd de la valeur tous les jours, ça on le sait depuis 100 ans, mais on va dire que le cours ne fluctue pas autant que sur la crypto-monnaie. Mais voilà, c'est intéressant ce principe de stacking. Il y a de plus en plus de plateformes qui le proposent. Donc effectivement, on peut acheter de la crypto, la bloquer ou non, et générer des intérêts dessus, donc des revenus passifs. Donc là, on pourrait par exemple avoir, tiens, j'ai $1000, le mec qui est vraiment un peu frileux de se dire, tiens, je veux pas forcément mettre dans le Bitcoin parce que comme tu dis, ça marche par cycle. Peut-être si moi je pense que le Bitcoin il est arrivé en haut d'un cycle et qu'il va se redescendre derrière, je prends l'USDT, donc un stablecoin qui est adossé au dollar et je stack et donc ça rapporte grosso modo 10%, quoi. Et donc en sécurité parce que je garde la valeur de ce dollar et c'est quand même dingue, quoi, à l'heure où les livrets A rapportent 0,5%. Ouais. Et sachant qu'en plus, les livrets A, la grosse différence, c'est que les livrets A, tu touches tes intérêts, tes centimes d'intérêt à la fin de l'année. Donc en janvier, tu reçois ton fameux courrier où tu as gagné 23 centimes et tu es tout content. Mais là, en faisant du stacking, par exemple, sur Celsius, c'est chaque semaine. C'est-à-dire que les 10%, tu divises par 54 semaines et toutes les semaines, tu gagnes des intérêts. Et ces intérêts, tu peux également les restacker. Donc, c'est des intérêts cumulés. Tu cumules des intérêts sur les intérêts.
Tout à Et fait. ça, chaque semaine. Alors que le livret A, c'est une fois par an. Une fois Là, par c'est an. une fois par semaine. Donc, tu as la puissance des intérêts composés sur l'année. Donc, si tu as un rendement, disons, de 10% en intérêts cumulés sur 52 et pas 54 semaines, même si on sait que tu travailles toujours 2 semaines de plus que les autres à l'année. Ouais, ça doit être ça. Mais, mais tu profites pleinement des intérêts composés. Donc, un rendement, disons, annoncé à 10%, en réel, sur l'année, in fine, tu te retrouves peut-être à 11-12%. Donc, c'est encore, voilà, ouais. Je crois beaucoup plus. Hein. Je crois beaucoup plus, mais j'ai pas envie de t'induire en erreur, ni moi non plus. Mais On fera le calcul. En tout cas, le calcul, il est tout fait. Hein. Pour moi, je cherche même pas à comprendre. Donc moi, je pratique beaucoup le stacking et je sais que ça génère des intérêts et que le taux est intéressant. Et tant que ça tourne, le plus tôt on s'y met, le mieux c'est. Sans vouloir donner de conseils, hein. Aucunement. Important important de le rappeler. As-tu deux, trois autres projets? Tu nous parlais tout à l'heure de Uni, je sais plus lequel. Uniris, ouais, Uniris, il vise en fait à sécuriser les JO de 2024. Il y a un projet aussi qui est hyper intéressant parce que en fait, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure en off. Je suis en train de lancer ma crypto-monnaie, enfin mon token, parce qu'en fait la crypto-monnaie est adossée à une blockchain, donc c'est pas pareil. Donc un token, ça n'a pas sa propre blockchain. Bref, j'ai créé mon token il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours. Et donc c'est intéressant de savoir le processus de création et aussi le processus aussi d'optimisation. Et donc mon token va être proposé sur Uniswap, donc qui permet d'échanger facilement une crypto-monnaie contre une autre, sans passer par une plateforme type Binance. D'accord. Donc Uniswap, c'est un réseau décentralisé, complet. Ouais, c'est un DEX, ce qu'on appelle un DEX. C'est décentralisé, il n'y a pas besoin de créer un compte et qui permet d'échanger en très peu de temps et simplement, surtout simplement, je sais pas, du Bitcoin contre l'Ethereum, moyennant des frais de transaction. Et Uniswap est assez cher parce que l'Ethereum monte en prix et donc les frais sont répercutés en fonction du prix de l'Ethereum. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a le projet Matic qui a été renommé, je crois, qui s'appelle maintenant Polygon, mais je crois qu'il s'appelle toujours Matic, qui est super intéressant et qui vise à faire la même chose que Uniswap, mais avec des frais qui sont beaucoup, beaucoup moindres. Et donc Matic, c'est vraiment un projet qui est intéressant et dans lequel moi je crois. Et en fait, tous les jours, on en apprend, c'est ça qui est intéressant avec la crypto-monnaie, on apprend de nouveaux projets, on apprend de nouvelles technologies, de nouveaux protocoles. Alors oui, il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent « Qu'est-ce que tu en penses de tel crypto? Qu'est-ce que tu en penses ?» Et moi, je leur dis « Je ne connais pas, mais par contre, est-ce que tu peux m'en parler ?» Et là, quand tu leur poses la question, ils disent « Ah, je ne sais pas. » Et là, tu dis « Mais en fait, ils n'ont pas cherché. » Et ouais, exactement. Et ils sont un petit peu dans l'erreur, dans un sens où en fait, la crypto-monnaie, c'est pas que sa valeur, c'est son projet qu'il y a derrière. S'il est vide de projet, cette crypto-monnaie peut être manipulée, donc exploser à la hausse, mais le lendemain, elle peut complètement chuter parce qu'elle est complètement creuse. Et donc la crypto-monnaie, il y a énormément de projets qui sont intéressants. On pourrait dire que chaque crypto-monnaie pourrait s'apparenter à une start-up à part entière, en fait. Tout à fait, ouais. C'est vraiment un projet. Donc tu vois, par exemple, je parlais des prêts d'argent. Il y a le Compound qui est une crypto-monnaie, mais qui est aussi un projet qui permet d'emprunter facilement de la crypto-monnaie. Il y a également Celo qui permet de s'échanger de l'argent, enfin des Celo, la monnaie de la plateforme, très facilement et à moindre frais. Voilà, il y a énormément de projets. Et tous les jours, on en apprend et tous les jours, j'en apprends. C'est ça qui est hyper passionnant, c'est qu'effectivement, il y a plus de 8000 altcoins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Finalement, le Bitcoin, il ne sert pas à grand-chose. Il est vieux, il est cher, il pollue en quelque sorte parce qu'il demande beaucoup d'énergie. Alors qu'il y a d'autres projets. Par exemple, moi, le projet de 2021, à mon avis, et j'en parle depuis des semaines, mais voilà, c'est le ADA, c'est le Cardano, qui se veut être le remplaçant un petit peu de l'Ethereum, parce que voilà, l'Ethereum aussi commence à être cher en termes de frais ou cher tout court. Et donc l'ADA vise à concurrencer l'Ethereum et de proposer des choses de façon plus simple et moins chère. Donc je pense que Cardano, qui est aujourd'hui à 1,30$ ou 1,20$, c'est peut-être également le futur.
Il y a pas mal de projets. C'est toujours le dilemme entre la rapidité du réseau, la sécurité, la fiabilité du réseau et le coût et l'énergie à mettre ensemble. Et Ouais. souvent, enfin, l'équation sur l'ensemble des projets elle se situe souvent avec ces paramètres, si je dis pas de bêtises. Pour en revenir, c'est quoi ton token? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quoi l'utilité? Mis à part te suivre et te soutenir, qu'est-ce qu'on fait derrière avec? Bah, c'est pratiquement le 100% du truc. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, j'ai créé ce token sur un pur délire. C'est dans le but du divertissement, c'était pour le fun. Voilà, Ok. je me suis dit, je vais créer mon token et je vais créer l'expérience de créer un token. Bon, finalement, en fait, maintenant, il est sur la blockchain et je peux pas le retirer. Il est là à vie. On peut pas la retirer. Une fois qu'il est créé, qu'il est édité, on peut rien en faire. Mais à la base, c'était vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer mon token? Et juste pour le délire comme ça. Et puis après, il y a des personnes qui disent ouais, mais il sert à quoi ton token, etc. Donc alors mon token est très particulier parce que et finalement j'ai trouvé un but à mon token qui va permettre de soutenir aussi mon projet. Moi, mon projet, ma chaîne, elle a 3 mois seulement. Mhm. Mon projet, c'est que à la fin de l'année, on arrive à 100 000 abonnés sur Ok. ma chaîne YouTube. Je pense qu'on va y arriver assez facilement. Et mon but ultime, ça serait d'arriver à 1 million d'abonnés et de faire 2 vidéos par semaine. C'est ce que je m'attelle à faire chaque semaine, le mardi soir et le vendredi soir. Et donc de faire 2 vidéos par semaine et d'arriver à 1 million d'abonnés, de parler de finance, investissement et vraiment tout éplucher, toutes les opportunités, de vraiment de parler, d'éplucher tous les projets. Donc là, pour l'instant, je surfe sur la tendance crypto-monnaie, mais on va reparler bourse, on va reparler immobilier parce qu'à la base, j'ai investi dans l'immobilier. Bref, en gros, mon parcours, il va être long et je suis pas demain, je suis pas parti aux Bahamas ou je suis pas parti à faire un autre boulot. Moi, je suis à fond dans ma chaîne YouTube, à Carton, je suis soutenu. Il y a une communauté qui est en train de se créer et je suis là pour de nombreuses années. Et donc, je me suis dit pourquoi pas créer donc un token qui est lié à moi. Mhm. Et en fait, finalement, en fait, le but de ce token-là, c'était j'avais vu sur plusieurs plateformes, il y a Roll, il y a Rally et il y a Personal Token, sur lequel j'ai créé mon token. Et en fait, ces 3 plateformes-là permettent en fait d'adosser un token à une personne, que ce soit un YouTuber, une Instagrammeuse Ok. euh, ou une personne sur Twitter. Donc vraiment une personnalité, vraiment à une personne et pas un projet ou un protocole. Et finalement, il y a des personnes sur Instagram qui ont des tokens, donc crypto, mais ils parlent Ouais. même pas crypto. Et je me suis dit, mais pourquoi un YouTuber qui parle crypto n'a pas son token crypto? Par exemple, pourquoi HR il n'a pas son token crypto? Pourquoi Cryptomatrix il n'a pas son token? Alors qu'ils sont dans la crypto-monnaie. Et ouais, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, bah, au début, j'ai fait ça en mode délire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire en sorte de récompenser toutes les personnes qui me suivent au quotidien et qui me suivent sur ma chaîne. Et donc, à chaque fois qu'on va arriver à un palier, c'est-à-dire que là, on a 22 500, eh ben, je vais récompenser à chaque nouveau palier ma communauté avec mon token. Donc, c'est-à-dire qu'on va atteindre 30 000 abonnés. Eh ben, mes 30 000 abonnés recevront, je sais pas, 100 tokens qui s'appelle le JRTO, pour Théo pour token. Enfin, j'ai même pas réfléchi au nom. Ok, ouais. J'aurais pu trouver un nom beaucoup plus sympa ou autre, mais j'ai pris le JR, bah, forcément c'est mes initiales, et Théo pour token, un truc complètement bête. Et je me suis dit que je vais rétribuer ma communauté qui me suit au quotidien et les Mhm. encourager à me suivre et aussi à eux à investir finalement en leur donnant, voilà, quand je vais atteindre les 100 000 abonnés, bah, je leur donnerai 1000 tokens chacun. Et finalement, le nombre de tokens disponibles va se réduire au fur et à mesure que moi, je remplis mes challenges. D'accord. Et il y aura aussi des événements bonus. Par exemple, si je fais des lives aussi sur YouTube, je donnerai des tokens à ceux qui suivent les lives. Après, in fine, si je peux donner des tokens à chaque personne qui like, chaque personne qui commente, chaque personne qui retweet sur Twitter, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est vraiment au tout début. Donc, je suis même en train de faire mon site internet là-dessus pour Ok, vraiment super. donner un petit peu un ordre d'idée de à quoi sert ce token qui est vraiment rattaché à une personne. Et je pense que il y a beaucoup de personnes, d'influenceurs qui pourraient faire ça aussi. Je me dis, je pourrais pas. Il y en a d'autres qui le font, hein, mais ils sont pas connus. Ils vont t'appeler, je veux mon token, comment on fait? Eh ben, finalement, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo dessus comment je l'ai créé. Je vais le montrer de A à Z comment je l'ai créé. Comme ça, ceux qui veulent le créer pourront le créer. Et ouais, c'est intéressant le processus. Même toi, tu pourrais le créer. La bonne fortune token. Bah ouais, pourquoi pas.
Avec grand plaisir, mais c'est vrai que je suis curieux de voir même techniquement comment tu crées, par quelle plateforme, quel outil ça se fait sur Internet, sur le réseau, ça se fait. Ouais, ça se fait sur Internet. Il y a des machines, il y a tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors moi, j'ai pas fait la formule où en fait je crée de A à Z mon token. Je l'ai fait faire. Mais finalement, en fait, c'est une histoire de smart contract que tu fais. D'accord, Et je suis passé par une plateforme pour le faire parce que c'est beaucoup trop complexe. d'accord, Il y a des tutos sur YouTube qui te montrent comment le faire. Après, je me suis dit, j'ai pas envie de me planter. Moi, j'ai pas envie de prendre la tête techniquement. J'ai envie de vivre l'expérience du token. ok. S'il marche, tant mieux. S'il marche pas, tant pis. C'est pas grave, mais au moins, je l'aurais fait et j'aurais créé ce projet-là. Mais finalement, c'est pas très compliqué, hein. Et donc on pourra en faire une acquisition, se l'échanger, de le monnayer contre du Bitcoin. Tiens, j'achète 100 euros de token, le JRTO, Mhm. et tiens, je l'échange contre du Bitcoin, Bien sûr. etc. Bah, en fait, ça existe. C'est déjà possible. C'est déjà possible parce qu'en fait, je l'ai mis sur un marché qui s'appelle Kanga, mais peu importe, c'est un marché qui est pas un marché de crypto qui est pas très très connu. D'accord, Mais j'ai créé et donc il a déjà une valeur, donc je pense qu'il vaut 0,001 dollar, d'accord. donc moins que 1 centime. Et si on va sur Uniswap, là, on peut le trouver, comment Alors faire? je suis en train de le mettre sur Uniswap, donc je suis en train de faire le process. En fait, si tu vas sur Kanga, tu peux en acheter, tu peux en vendre. D'accord, Mais très peu de personnes en ont pour l'instant. J'ai fait une sorte de airdrop, c'est-à-dire que j'ai donné mon token à 100 personnes. Donc ces 100 personnes-là ont 100 tokens de JRTO. d'accord, Pour l'instant, ils ne peuvent pas en faire grand-chose, mais je suis en train de le mettre sur Uniswap. Je suis en train de le mettre également sur le protocole que je t'ai parlé qui s'appelle Matic, qui permet d'accord. de s'échanger mais à moindre frais par rapport à Uniswap. Et après, c'est tout. Je vais pas essayer de compliquer la chose. Je veux que ça reste simple. Et donc, effectivement, tu peux déjà vendre des JRTO contre de l'Ethereum, contre du Bitcoin. Et donc, il aura déjà, en termes d'utilité, il aura une valeur. Et en plus, les personnes qui soutiendront la chaîne obtiendront plus de tokens qui, plus tard, je l'espère, pour eux, en tout cas pour la communauté, c'est pour les remercier que j'ai fait aussi enfin, c'est à la base pour le divertissement et pour le fun, mais l'utilité, c'est vraiment pour remercier la communauté, parce que si la communauté a grandi, finalement, moi, j'ai grandi et ma chaîne a grandi. Mais c'est vraiment un token vraiment pour remercier la communauté qui me suit et qui s'abonne. Top. Ben, on mettra tous les liens dans le descriptif de l'émission, et puis je serai content d'être un des premiers à venir tester le truc, et puis on verra, tu me guideras Je t'en enverrai. pour faire pas à pas. Impeccable. Décidément, c'est pareil. Lisiane avait annoncé ici en direct son nouveau projet professionnel, Dubaï, etc. Toi, c'est pareil pour cette création du token. Cool. Que des bonnes surprises ici. Ça fait plaisir. T'as que des exclus. À fond. As-tu des applications, alors que ce soit dans le domaine de la crypto-monnaie, de l'investissement, mais ou de l'investissement en règle générale, l'entrepreneuriat, le business, as-tu des applications coup de cœur que tu utilises en ce moment, ou des choses pratiques au quotidien que tu utilises de façon récurrente? Alors en ce moment, je suis beaucoup sur Telegram parce que j'ai mon groupe privé. J'ai un groupe privé qui est rattaché à ma chaîne YouTube, Ouais, où dedans il y a des investisseurs et où on échange quotidiennement. Moi, j'envoie des audios tous les matins, pratiquement, enfin quand je peux, et un petit peu mes investissements du moment, je partage sur mon groupe. Donc, je suis beaucoup sur Telegram parce que aussi je peux suivre, voilà, l'actualité, par exemple de Binance. Ils disent tiens, on a rajouté sur le marché tel token, etc. Après, voilà, non, j'ai pas vraiment d'application top. coup de cœur. Il y en a une sinon que je peux recommander, que très peu connaissent, c'est Delta, c'est Delta. Et en fait, ça permet de suivre ses investissements à partir d'une seule application, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit la bourse, que ce soit le forex, etc. Sur Delta, on peut rattacher grâce à l'API l'investissement qu'on a fait dans telle et telle crypto, dans telle et telle action, etc. Et de regrouper ça dans une application, donc qui permet juste de suivre son investissement. Ok. Elle est hyper pratique et en plus elle est gratuite. Ok, Donc je connaissais franchement, elle est pas, top. j'irai voir ça. Super, super intéressant. C'est quoi ton prochain investissement? Mon prochain investissement, De la crypto peut-être, ou je sais pas, hein, peu importe, hein, ça peut être. voilà, la crypto-monnaie, honnêtement, j'ai arrêté d'investir dedans, Mhm. en termes de liquidité, hein, je parle.
C'est-à-dire que j'ai investi une certaine somme et un peu comme l'immobilier, je suis au taquet du taux d'endettement. La crypto-monnaie, je suis au taquet. Pour l'instant, mon investissement, c'est vraiment ma chaîne YouTube que je veux faire grandir et je veux vraiment apporter de la valeur ajoutée à ma communauté. Top. Et sinon, non, j'ai pas de plan. Est-ce que tu as, à l'inverse, alors peut-être une classe d'actifs qui ne veut pas de toi ou que toi, tu ne veux pas? C'est-à-dire une classe d'actifs. La bourse, peut-être, on parlait de la bourse, donc tu es engagé sur les crypto-monnaies, tu es engagé dans de l'immobilier. Est-ce que tu investis, je sais pas moi, dans les startups où il y a hors de question que tu fasses du private equity ou peut-être de la bourse, toi, t'as vraiment pas envie? Est-ce qu'il y a une classe d'actifs ou de l'or, tu veux pas acheter, ou peu importe, une classe d'actifs, un sous-jacent, peu importe, sur lequel tu ne veux absolument pas y aller? Non, franchement, moi, je suis ouvert vraiment à tout. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas investir dans l'or? Mais je me dis, finalement, je le fais déjà dans le Bitcoin, qui est l'or numérique. Mhm. Mais non, je suis pas fermé. Investir dans les entreprises, c'est pas trop mon truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vécu l'expérience un petit peu de l'année dernière où, en temps de Covid, bah, j'ai dû fermer deux entreprises. Ouais. Il y en avait une, c'était une entreprise de conciergerie de location saisonnière. Donc, elle avait à peine 6 mois et j'ai dû la fermer parce que moi, je suis sur un secteur très touristique et les touristes, bah, il y en a plus du tout en France. Mhm. Donc, en avril dernier, je me suis posé la question, est-ce que c'est le moment de fermer? Et je me suis dit oui, parce que je vois que, enfin, je pense que les choses vont pas rentrer en ordre en septembre. Et je vois la crise durer très longtemps. Et finalement, avec du recul, je me dis, bah, j'ai eu la bonne intuition de fermer la boîte qui aurait fait couler tout le reste. Mhm. Et finalement, je me dis, alors c'est mon avis personnel, hein, mais je me dis, aujourd'hui, créer une entreprise en France, c'est très compliqué, c'est très risqué, c'est très, très taxé. Euh, voilà, il y a, malheureusement, il y a, il y a beaucoup de freins à créer une société aujourd'hui. J'en ai créé, Mhm. je les ai fermés et, et je pense que j'en rouvrirai pas d'autres. Il y en a plein qui disent l'entreprise c'est l'avenir, créer une société c'est l'avenir. C'est bien, ça permet de. Mais finalement, en fait, ça demande beaucoup de travail pour très peu de gains derrière. Il y a beaucoup de taxes, beaucoup de charges. Et voilà, en termes de. Tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose dans Ouais, lequel tu ouais, ouais. n'investirais pas? Bah, finalement, en fait, créer une entreprise aujourd'hui, que ce soit une SARL ou autre, et ben, ou même une SAS. Ouais, ouais, peu importe le statut, après, ouais, bien sûr, la raison sociale. Ouais. C'est quoi tes ressources des livres, hormis ton livre, forcément, mais j'imagine que tu le lis pas tous les jours, super Airbnb, mais c'est quoi tes ressources au quotidien que toi tu kiffes et ou que tu pourrais partager facilement aux auditeurs? Mais mes ressources littéraires, tu veux dire? Ouais, notamment littéraires ou autres, hein. Alors moi, mes ressources, moi, ma télévision numéro une, il va pas y avoir de grande surprise, mais c'est YouTube. Mhm. Finalement, en fait, comment on appelle ça, la télé classique, je sais même pas comment l'appeler. Jean-Pierre Pernaut. Voilà, enfin TF1, France 2, etc. À part pour regarder un événement sportif ou autre sur l'équipe 21 ou autre, je regarde très très rarement la télévision et finalement on apprend tellement de trucs sur YouTube. En fait, c'est vraiment une source, alors soit d'inspiration, parce que tous les matins j'essaie d'écouter des audios d'inspiration, et souvent c'est des Américains, hein, donc j'en suis pas mal, et je me nourris voilà, de citations, de discours, de choses inspirantes, mais à la fois en termes de contenu, eh ben, on apprend tellement de choses sur YouTube, je veux dire, c'est c'est vraiment hyper intéressant. Après, en termes de livres, j'essaie de lire assez régulièrement. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, avec ma chaîne, je fais vraiment tout de A à Z. Faire le script, filmer, tourner, répondre après aux différents messages parce que j'essaie de répondre vraiment à tout le monde sur Instagram, sur Twitter, Mhm, mhm. sur les différents groupes. Et finalement, j'ai pas énormément de temps de lire, malheureusement. J'essaie d'en trouver d'autres. Mais les livres, c'est vraiment une grosse source d'inspiration et surtout YouTube. Ouais. Que ce soit même en fond sonore, hein, que ce soit en audio, que ce soit Ouais. un podcast ou autre. Et que ce soit donc en lecture, tu as peut-être deux livres qui te viennent à l'idée comme ça, que tu pourrais partager, qui t'ont inspiré dernièrement?
J'ai un livre derrière moi qui est hyper intéressant pour les personnes qui veulent investir en bourse et qui veulent pas trader en bourse et qui veulent faire de l'investissement sur le long terme. Et j'en parle dans une vidéo, je crois qu'il s'appelle Une stratégie 1 million. Donc, une stratégie pour gagner 1 million de dollars. Rien que ça. Voilà. Ou des fois, c'est même 1 million 8. Et finalement, c'est une stratégie très, très simple à mettre en place. Et cette stratégie-là, en fait, elle est résumée dans un livre qui est de Tony Robbins, que tu dois connaître d'ailleurs. Tout à fait. Et qui s'appelle Unshakable. Donc c'est le titre anglais. Je ne crois pas qu'il existe en français, mais peut-être que si. Et en fait, dedans, il explique la stratégie d'investir dans le marché américain, donc l'indice qui est le S&P 500. Et il explique très, très, très clairement quelle est la stratégie à mettre en place. Et donc, moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place depuis quelques mois maintenant et que j'en parle dans une vidéo, donc une stratégie 1 million, et que j'essaie de résumer dans cette vidéo-là et qui marche du tonnerre. Et voilà, qui est très, très inspirant. Qui est à la fois inspirant et en termes de contenu, c'est quelque chose qui est explicite. C'est-à-dire qu'on peut reproduire très facilement parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de blabla. On apprend de l'inspiration, mais il n'y a pas de formule concrète. Et là, dans ce livre-là, il y a vraiment une formule concrète pour quelqu'un qui veut investir dans la bourse sur le long terme, en investissant tous les mois de façon régulière. Et ben, on arrive à se générer une retraite de 1 million de dollars. Par exemple, tu commences à 20 ans, à 65 ans, tu as 1,8 million en ayant investi 27 000 euros. C'est tout. Donc pendant 40 ans. Voilà, admettons, tu les investis à 20 ans. À 65 ans, ces 27 000 euros se transforment en 1 million d'euros. Ok, toujours pareil. Les effets cumulés, donc là notamment avec les intérêts et le réinvestissement massif et surtout d'avoir une vision long terme, très long terme, c'est là où c'est intéressant. Ouais. Mais écoute, cool, on mettra aussi le lien en commentaire et puis c'est vrai que c'est un livre que j'entends souvent, très très souvent qui tourne autour et donc je l'ai pas lu, ça sera l'occasion parce qu'à un moment donné faut s'inspirer. Super intéressant. Est-ce que tu as eu dans ton parcours, tu penses, un échec, quelque chose, mais qui t'a permis de mieux rebondir? Tu as parlé tout à l'heure, par exemple, donc ta boîte sur la conciergerie, etc. Mais peut-être même en dehors de ça, tu as peut-être rencontré un obstacle, un simple obstacle, qui t'a permis ou que tu as su contourner pour mieux rebondir derrière. Comme ça, finalement, des obstacles, j'en ai eu plein. Mais si je devais donner une anecdote, par exemple, de la conciergerie. En fait, la conciergerie, donc on était là pour s'occuper des appartements des autres personnes, donc qui étaient en location saisonnière de 2 ou 3 jours. Donc à un moment, il y avait des investisseurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, on a acheté 7 appartements qu'on a décorés de A à Z avec des thématiques différentes. J'ai vu que tu avais lancé ta conciergerie haut de gamme. Est-ce que ça t'intéresserait de l'avoir dans ton portefeuille? J'ai dit oui, pas de souci, ça me ferait super plaisir, sachant que ces 7 appartements étaient au même endroit. Donc c'était très très simple à gérer. Donc j'ai eu 3, 4, 5 rendez-vous avec eux. Et au début, ils étaient hyper fans. Et au fur et à mesure, ils étaient en train de rechigner sur des frais de conciergerie qui faisaient que ma conciergerie était haut de gamme, donc des prestations haut de gamme, etc. Et donc c'était des frais qui me faisaient même perdre de l'argent presque. Bref, au fur et à mesure, en fait, la relation s'est un petit peu effritée. Et en fait, avoir ce contrat-là de 7 appartements, ça permettait à la société de conciergerie de tourner pendant je sais pas combien de temps. Bref, en tout cas, de plus se soucier et de pas avoir à prendre d'autres contrats par la suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin, ils ont dit, écoute, si t'enlèves pas tel frais, c'était un frais de séjour. En fait, j'avais des frais de séjour pour être explicite de 9,90 € à chaque séjour qui permettait de fournir le savon, le shampoing, les éponges, etc., etc., la tablette pour la vaisselle, etc., les sacs plastiques, bon bref. Et disait, si t'enlèves pas ces frais de séjour-là de 9,90 €, on passera pas par toi. Et j'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas compris mon concept et ma société haut de gamme et vous voulez passer par notre conciergerie qui est moins haut de gamme et qui va vous apporter des problèmes, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller les voir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas mon client idéal en quelque sorte. Bien sûr. Tout ça avec diplomatie. Hein. Bien Bref, sûr. et eux, ils ont dit, non, alors ça sera pas vous. Et je suis remonté dans ma voiture. Et ma femme, je sais qu'elle attendait ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience. Et le résultat, en fait, c'était pratiquement signé à 99,9%. Quand je suis rentré dans la voiture,
je me suis rendu compte que si j'avais signé ces 7 contrats-là, j'aurais fait une grosse connerie, peut-être la plus grosse connerie de ma vie. Oui, ça aurait été un beau contrat, mais finalement, ça aurait été de mettre une croix sur toutes nos vacances, sur toutes nos soirées, à répondre à 22h à des touristes qui avaient un problème de lave-vaisselle ou qui n'arrivaient pas à se situer où était le local poubelle. Et finalement, on se serait mis une belle épine dans le pied. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Je vais pas être en gros esclave de ma société. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Dans un sens, je voulais ce contrat-là et finalement, de pas l'avoir, eh ben, j'étais content. Donc finalement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que de chaque échec, de chaque erreur qu'on va faire, finalement, derrière, il y a toujours du bon. Il y a toujours du bon. Il y a toujours une bonne chose qui va se passer derrière. On va se rendre compte de quelque chose. Et puis derrière, on va rebondir sur un autre projet. Et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'en fait, faut digérer l'erreur, faut digérer l'échec. Mais derrière chaque échec, il y a toujours l'éclaircie, le ciel bleu. Et il faut prendre tout ça en fait avec philosophie et ça permet de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Super inspirant, merci Julien. Juste avant de terminer là-dessus, sur cette belle leçon, une simple question. As-tu déjà investi sur Poitiers ? Là, je te parle plus d'immobilier. Pas du tout. Non ? Pas du tout. Bon, on pourra peut-être en discuter alors à un moment donné. En fait, c'est souvent dans les investissements, et d'ailleurs ce que je dis dans mon livre, mais bon après ça ne tient qu'à moi, c'est je préfère investir sur un secteur que je connais. Alors toi, t'habites Poitiers, donc c'est pour ça que tu parles de Poitiers. Mais admettons, souvent on me dit, tiens, il y a une bonne rentabilité sur Marseille, il y a une bonne rentabilité sur Rennes, etc. Je dis oui, pourquoi pas. Mais je préfère investir dans ma région. Je préfère investir sur quelque chose qui est assez proche de chez moi. Donc mes investissements, ils sont soit à 30 secondes de chez moi, soit à 15 minutes. Et ça me permet d'avoir un œil dessus, même si c'est le mieux, c'est de pas avoir à gérer le truc et le déléguer à quelqu'un, de pas se soucier au quotidien, surtout que c'est des investissements sur 20 ans. Et donc, mais non, je préfère investir dans quelque chose qui est proche. Alors peut-être plus tard, j'investirai à l'étranger, je sais pas, et je l'espère, hein, pourquoi pas. Mais non. Mais toi, t'as acheté quelque chose, c'est ça ? Oui, je suis investi sur l'immobilier, sur Poitiers, sur quelques biens, sur quelques appartes. Je fais de la location nue, un peu de colocation et puis un petit peu de location courte durée aussi. J'ai pas lu ton livre, Super Airbnb, mais avec plaisir pour le prendre, le commander, le lire, parce que je suis sûr qu'on y trouve des pépites très très inspirantes. Mais oui, voilà, ouais, je suis sur l'immobilier. Voilà, une forte appétence sur l'immobilier. Et comme tu dis, proche de chez soi. Idem. Après, j'aurai tout le loisir d'investir ailleurs, mais dans un second temps. Bon, ben cool. Écoute, merci Julien pour tout cet échange super intéressant. Ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble. Si jamais les auditeurs qui nous écoutent ici sur le podcast souhaitent poser des questions, etc., n'hésitez pas à balancer dans les commentaires, etc. De toute manière, je mettrai toutes les références de Julien dedans dans la description. N'hésitez pas à poser les questions, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube très très inspirante, très intéressante. Faites attention à vos investissements, faites pas n'importe quoi, allez-y étape par étape, la tête froide. Et mille merci encore pour ta disponibilité. Merci à toi. À très très vite pour échanger sur de nouveaux sujets, Julien. Avec grand plaisir, merci. Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire, et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes, et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser 2 ou 3 amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.